Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui explore l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, la semaine dernière, le jeudi 20 mars, Trump a adopté un décret qui vise à supprimer le département de l'éducation des États-Unis. Plus exactement, il donne instruction à sa secrétaire à l'éducation, Linda McMahon, de démanteler cette partie de l'administration fédérale. Alors vous avez peut-être vu des photos de la signature du décret, on voit Trump et des enfants d'âge scolaire tous assis à des pupitres dans la East Room pour signer chacun un document sur fond de drapeau des États américains. Précisons au passage, ça vaut quand même son pesant de cacahuètes, que la ministre Linda McMahon et son mari Vince ont fait leur fortune dans l'industrie du catch et de la lutte, le wrestling, ce qui n'en fait pas a priori des experts de la pédagogie. Je voudrais que vous nous expliquiez le pourquoi de cette réforme. Trump a pris une décision qui nous semble absolument stupéfiante. Et qu'est-ce que vont devenir les écoles du pays et comment les enseignants et les élèves vont se débrouiller ? La première chose à dire, Romain, c'est que cette fermeture annoncée du département de l'éducation ne va pas tout désorganiser comme on le pourrait penser vu de France, parce que la gestion des écoles aux États-Unis se fait largement au niveau local, et plus précisément dans les districts scolaires qui sont établis au niveau des comtés, des villes, dans tous les États. Pour chacun de ces districts, on a un conseil scolaire, un school board, avec des membres qui sont élus. Et ce school board s'occupe donc de la gestion des écoles, avec très souvent les chefs d'établissement en partenaire. Quand vous parlez des écoles, vous parlez de la maternelle à la terminale ? On parle de K-12, K-12, pour désigner alors tout ce qui va des écoles maternelles, primaires, collèges et lycées. Pourquoi K-12 ? Parce que ça va du kindergarten jusqu'à la dernière année de senior high, le lycée, qui est la classe 12. On va parler aujourd'hui du système public d'éducation aux États-Unis qui accueille plus de 80% des élèves. Le reste, c'est dans le privé, sachant qu'il y a des passerelles entre les deux avec un système de vouchers et de charter schools. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails aujourd'hui. Alors comment il s'organise ce département fédéral de l'éducation qui va donc être démantelé par Trump ? C'est une toute petite administration. Fin 2024, il comptait 4000 employés, donc au niveau fédéral, puisque, vous l'avez bien compris, tous les enseignants, qui sont 3,2 millions dans le public et 500 000 dans le privé, eux, relèvent des États. Ce département de l'éducation, il est donc beaucoup moins important que le ministère de l'Éducation en France. Et d'ailleurs, il n'a été créé qu'en 1980 sous Carter. Avant, ses missions étaient assurées par le ministère de la Santé. Mais je suppose quand même que ce département de l'éducation a été créé pour une bonne raison. Il exerce une mission de coordination au niveau fédéral, non ? Oui, absolument, une mission de coordination de toutes les écoles au niveau fédéral. Concrètement, il rassemble les données et les mesures pour tout le pays. Il travaille à proposer des réformes pour améliorer le système depuis Washington. Au cours des années, on a vu le département de l'éducation tenter de mettre en place des programmes unifiés, notamment pour le lycée, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, les livres d'histoire ne sont pas les mêmes dans tous les États. Sur la guerre de sécession, vous lirez pas la même chose suivant que vous lisez un manuel d'histoire en Californie ou au Texas. Et donc, le département de l'éducation essaye de mettre un peu d'ordre dans tout ça depuis le niveau fédéral. Il essaye également d'imposer un système d'évaluation nationale. Depuis 2010, ça s'appelle le Common Core State Standard, mais ça n'est pas obligatoire et donc certains États le refusent. Mais vous voulez dire qu'il n'y a pas de politique d'éducation propre menée par chacun des présidents élus aux États-Unis ? Mais si, ils ont souvent essayé de le faire pour un objectif très politique supplémentaire à celui qu'on a dit avant sur l'uniformisation des programmes. Ces politiques cherchent à réduire les inégalités sociales, raciales et de handicap entre les élèves au niveau national. Ça a pris des incarnations différentes. Donc, par exemple, sous George W. Bush, qui était un président républicain, on a eu le programme No Child Left Behind, qui n'a pas complètement fonctionné. Et d'ailleurs, Obama l'a remis en place sous un autre nom, Race to the Top, sous son propre mandat. Mais justement, un des piliers de la réduction des inégalités, c'est la gratuité du système d'éducation publique aux États-Unis. Mais qui paye ? Est-ce que c'est l'État fédéral ou est-ce que c'est les États ? Le système d'éducation aux États-Unis, donc avant le supérieur, là on parle bien de K-12, est principalement financé par les États, les villes et les comtés. Et ce qui est très important, c'est qu'il est financé sur la base de leurs taxes foncières. Et ce que ça veut dire, c'est que les districts scolaires qui sont situés dans des régions pauvres vont recueillir de très faibles montants, leur budget va être tout petit, et donc leur système scolaire est très peu entretenu, très peu performant.
Comme beaucoup de sujets sociaux aux États-Unis, l'élément racial n'est pas loin. On va donc avoir des districts majoritairement africains-américains avec des systèmes scolaires vraiment désastreux et dans l'autre sens, des systèmes scolaires assez aisés dans les zones où habitent les Blancs. Ceci est très largement aggravé depuis la fin des années 1980 parce que les cours de justice ont petit à petit cessé d'imposer la déségrégation scolaire. Vous vous souvenez, les systèmes de busing, oui, qui transportaient les élèves d'environnements pauvres vers des endroits où l'éducation était plus privilégiée. Oui, ce grand système mis en place dans les années 60 est totalement à l'abandon aujourd'hui et on a donc une situation dans laquelle 80% des élèves noirs étudient dans une école à haute pauvreté, tandis que 80% des élèves blancs sont inscrits dans une école à basse pauvreté. Ce que vous décrivez est immensément inégalitaire. Et ce département de l'éducation fédérale, qu'est-ce qu'il fait là-dessus ? Mais si justement le département de l'éducation essaye avec ses faibles moyens de rétablir une certaine équité entre les différents districts scolaires dans le pays. Faible à quel point ? Le budget du département de l'éducation en 2024, c'était 268 milliards de dollars, ce qui est en réalité très peu parce que ça vient loin derrière la santé, les retraites, le trésor et la défense. Ça représente précisément 4% du budget fédéral. Et qui plus est, sur ces 268 milliards, on en a 160, c'est-à-dire plus de la moitié, qui est réservé à des bourses pour l'éducation supérieure. Il reste donc vraiment très très peu pour aider les districts scolaires dans le pays. Je vous donne un dernier chiffre. Sur le budget de toutes les écoles publiques dans le pays, seuls 8% viennent de ce budget fédéral. Ah, effectivement, une toute petite minorité. À ça, il faut ajouter un autre facteur d'inégalité qui a été le Covid dans les années récentes, puisque aux États-Unis, les écoles sont restées fermées à partir de mars 2020, comme chez nous. Les réouvertures se sont faites à l'automne 2020 dans les États républicains où on n'aimait pas beaucoup le confinement. Mais dans les États démocrates, les écoles sont restées fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021, voire la rentrée de septembre 2021. Ça a été absolument désastreux pour les enfants des grandes villes démocrates dans le pays. Mais revenons à notre point de départ. Pourquoi est-ce que les conservateurs trumpistes veulent supprimer ce département de l'éducation ? C'est un vieux rêve des libertariens depuis des décennies et à ça, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a un article de foi absolu des libertariens aux États-Unis, c'est que toutes les administrations publiques fédérales sont totalement inefficaces. Et puis, deuxième raison, le département de l'éducation est accusé d'organiser un vaste endoctrinement des enfants par les programmes fédéraux. Dans les années de guerre froide, l'accusation, c'était que les écoles publiques allaient rendre tous les enfants communistes. Ces accusations ont été réactivées avec le wokisme ces dernières années. On reproche aux écoles publiques d'imposer des thèses sur l'oppression raciale, sur l'identité de genre, beaucoup trop tôt et de manière excessive. Conclusion, avec cette suppression du département de l'éducation, les Trumpistes veulent que la mission éducative soit retournée exclusivement aux États fédérés. C'est un peu ironique tout ça, parce qu'on a vu la semaine dernière comment Trump s'en prend au pouvoir des États, par exemple sur le péage ou sur la liberté d'expression à New York. Sur l'école, il défendrait le principe inverse ? Trump lui-même se contrefiche bien de la défense du fédéralisme par rapport à Washington. Ce qu'il veut, c'est animer les guerres culturelles et lutter contre les gauchistes, enfin, ce qu'on appelle les libéraux aux États-Unis. Je voudrais profiter de cette discussion aujourd'hui pour dire un mot ici du homeschooling, qui est une méthode que les conservateurs, les libertariens ont utilisée jusqu'à présent pour échapper à l'emprise de cette éducation publique fédérale diabolique à leurs yeux. Le homeschooling, excusez-moi de vous interrompre, le homeschooling, c'est l'école à la maison, l'école faite par les parents. Oui, c'est une méthode qui est assez répandue aux États-Unis. Alors, bon, soit pour des raisons pratiques, par exemple, 10% des élèves en Alaska sont éduqués à la maison, mais aussi pour des raisons idéologiques, souvent religieuses. En Caroline du Nord, 8% des élèves sont éduqués à la maison, avec des questions de niveau, des questions de bulle idéologique et très certainement d'isolement social pour les enfants. Oui, on voit bien que cette question de l'endoctrinement idéologique des enfants via l'éducation résonne chez certains parents aux États-Unis, mais plus généralement, que dit l'opinion publique face à cette réforme trumpienne ? Eh bien, l'opinion publique, depuis des mois, elle est contre cette suppression du département de l'éducation. Les sondages montrent 60% contre et 33% seulement pour. Mais Trump peut aller contre l'opinion ? C'est ce qu'il essaye de faire, on le voit, puisque de toute manière, le démantèlement du département de l'éducation a déjà commencé avec la moitié de ces 4000 personnes dont je vous parlais tout à l'heure qui ont déjà dû quitter leur emploi.
Mais la suppression véritable, telle qu'elle est demandée par le décret pris jeudi dernier 20 mars, ça va être plus compliqué parce que c'est le Congrès qui a autorité pour défaire un département exécutif et non la Maison-Blanche. Il faut donc qu'il y ait un projet de loi qui propose cette action. Un sénateur républicain de Louisiane a déjà dit qu'il allait se charger de rédiger ce projet de loi et de le soumettre aux élus. Et les élus, ils sont pour ou ils sont contre ? Ça va pas vous surprendre, la majorité des démocrates est contre. Et côté républicain, on a quand même un quart des élus de la Chambre qui sont opposés. Il n'est pas certain que ce projet de loi passe le cas échéant. Et donc, toute la question, et on finira là-dessus, c'est de savoir à quel point les élus républicains seront soumis à Donald Trump dans les mois qui viennent. Oui, et j'imagine que c'est une question qui se reposera sur encore beaucoup d'autres problématiques, peut-être pas aussi choquantes, pour un esprit français en tout cas, que celle du sacrifice du département de l'éducation. Merci Laurence, et à la semaine prochaine. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.